hein. On commence par la filière aéronautique navale et à chaque filière, on a mis des noms de fleurons industriels, hein. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais ça vous donne un peu l'envergure de l'industrie en France, hein. Donc, une première filière au niveau de l'aéro et du naval, avec Dassault Naval Group, que vous connaissez très bien, mais j'aurais pu aussi citer Airbus. On a aussi une filière liée à l'automobile et qui est très historique dans notre branche professionnelle et tout ce qui touche à la mobilité. Alors bien sûr, les constructeurs historiques comme Renault ou Stellantis, ainsi que ce qu'on appelle les équipementiers auto, Valeo, Bosch, Schrader. Vous aurez une présentation plus en détail après. Et bien sûr, la mobilité, c'est aussi le ferroviaire avec le groupe Alstom. Il y a aussi une filière nucléaire, hein, où là, on a par exemple General Electric, hein, qui fabrique des turbines vapeur et alternateurs pour le nucléaire, mais aussi Framatome, un chaudiériste nucléaire, ou encore Vallourec. Dans les filières industrielles, il y a aussi tout ce qui est distribution d'énergie et de services qui sont assez connus, hein, par tout le monde. On pense notamment à EDF et Engie. Une filière très importante au niveau de notre branche professionnelle, c'est les métiers de la mécanique et des microtechniques, la micromécanique. Donc, c'est la fabrication de pièces en usinage ou la maintenance d'outils, par exemple, avec des entreprises comme Radial ou SKF. Une filière importante, là aussi, c'est le médical, avec le groupe Becton Dickinson, BD, qui fabrique notamment des seringues. Pour le médical, Proteor, ce sont des prothèses, et le groupe Lissi. Une filière aussi significative, c'est la filière du numérique, l'informatique et la robotique, hein, avec ST Micro du côté de Crolles, à côté de Grenoble, qui fabrique des puces électroniques. Stobli, un fabricant de solutions mécatroniques, ou encore Fanuc, qui lui fabrique des robots. Une filière, ensuite, c'est celle de l'électrotechnique et électronique, avec Schneider Electric, par exemple, ou encore Nexans. Une filière historique pour nous, celle de la métallurgie, avec le groupe ArcelorMittal ou encore Saint-Gobain. Et une filière aussi significative, qui est celle de la chimie, notamment avec des fleurons comme Bayer, Air Liquide ou encore Arkema. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Alors, ces filières, elles sont en pleine mutation, et c'est ça qu'on nous a demandé aussi d'évoquer, hein, avec le groupe Hachette. L'industrie, elle évolue, l'ensemble de nos filières évoluent. Et je vous présente ici une slide d'une étude qui, je trouve, est très significative. Alors, on va commencer par la gauche de la diapositive. En 2018, les heures travaillées par une personne de production étaient nettement supérieures aux équipements de production. Là, on a l'impression de voir un robot, mais c'est un pictogramme qui représente plutôt des équipements de production, hein. Donc, en 2018, on estimait que l'homme travaillait plus que les machines. Et ça impliquait des compétences dans l'usine, notamment de dextérité manuelle, de capacité verbale et de mémoire, mais aussi celles qui sont fondamentales, et encore aujourd'hui, les capacités d'écriture, de lecture et de calcul. On estime, avec l'arrivée de technologies de rupture, comme on peut l'appeler aussi l'industrie 4.0, avec l'impression additive, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les jumeaux numériques ou encore les capteurs IoT, que la partie de production des équipements et des machines va prendre le pas petit à petit sur l'homme, sur l'opérateur. On sera à un équilibre, on pense, dans les années à venir. Ça permet, enfin, ça induit des nouvelles compétences à acquérir au niveau du personnel de production notamment. Il faut être créatif, il faut avoir un esprit critique, il faut avoir cette capacité à apprendre différemment, résoudre des problèmes complexes, ou encore avoir une intelligence émotionnelle. En fait, tout ça se transforme parce que nous, consommateurs, on demande de plus en plus une hyper-personnalisation de nos produits de consommation, hein. On ne veut plus le même produit que son voisin, on le veut rapidement et
qu'il soit livré à domicile dans un délai très court. Donc nos industriels évoluent et se transforment, ce qui impacte les métiers dans l'industrie. Avec notamment des changements fréquents de tâches, hein, puisqu'on produit plus en moins de temps. Ça implique aussi ce qu'on appelle l'hybridation homme-machine. L'opérateur, les techniciens sont par exemple équipés d'exosquelettes, de lunettes de réalité augmentée, ont de la data en instantané, peuvent prendre la main à distance sur un équipement. Donc, tout ça, c'est des nouvelles compétences que les personnes en usine devront acquérir. Il faut savoir aussi qu'ils devront anticiper des tâches, prendre de plus en plus de décisions en autonomie et résoudre des problèmes de manière très rapide. Et puis toutes les fonctions support, hein, qu'on verra un peu plus tard dans la présentation, là aussi évoluent fortement. Vous voulez bien passer. Alors par rapport aux formations industrielles, bon, c'est un synoptique que vous connaissez si vous êtes enseignant. Le but, c'est pas de vous présenter les différents diplômes et les différents niveaux, mais c'est plutôt de vous présenter aujourd'hui à quel niveau les industriels recrutent et à quel niveau vos jeunes peuvent s'insérer professionnellement. Alors, la réforme de la formation professionnelle de septembre 2018 ainsi que la transformation de la voie pro fait évoluer, hein, cette cartographie des diplômes. Mais nous, on se réjouit UIMM que finalement, à chaque niveau, les jeunes peuvent s'insérer. Au niveau CAP, on peut, hein, donc c'est les deux pictos que vous voyez en haut à droite, hein, il y a un picto qui décrit on peut s'insérer professionnellement à l'issue d'un diplôme, mais aussi on peut se former par la voie de l'apprentissage. Donc au niveau CAP, des industriels recrutent, et notamment dans les métiers, on le verra un peu plus tard, de la chaudronnerie, de l'usinage, en bac pro également, en BTS, bien évidemment, un taux d'insertion fort. Comme je vous disais, la réforme de la voie pro a fait émerger des nouveaux diplômes, et notamment les licences pro et les bachelors, hein, où de plus en plus de jeunes poursuivent au-delà du bac plus 2 en licence pro. L'arrivée des BUT fait aussi évoluer les recrutements de nos industriels. Et bien évidemment, il y a aussi forte évolution des recrutements au niveau ingénieur et master. Vous voulez bien passer. Voilà, alors si on fait le parallèle avec l'ouvrage de Hachette, hein, de technicien dans l'industrie, eh bien dans l'industrie, dès qu'il y a un process de production, on va recruter à tous les niveaux, et notamment au niveau bac pro, dans les métiers de la mécanique, hein, au niveau de l'usinage et l'outillage, le fameux bac pro TRPM. On recrute au niveau toujours bac pro en chaudronnerie industrielle, en micro-mécanique, en traitement des matériaux, en modeleur et en outillage, en fonderie et en études de définition de produits industriels. Vous voulez bien passer. Et la suite logique de ces diplômes pour certains jeunes et industriels, c'est de les accompagner jusqu'au BTS notamment. Et on a les suites logiques, on a le BTS conception de produits industriels, assistant technique d'ingénieur qui est vraiment un rôle de, on va dire, d'interface entre la production, les bureaux d'études et méthodes, le BTS conception découpe emboutissage, le BTS dans l'usinage, qu'on appelle CPRP, le BTS en microtechnique et le BTS en chaudronnerie. Il ne faut pas oublier aussi que certains jeunes arrêtent après un bac pro, décrochent un emploi dans l'industrie et quelques années, on les forme à nouveau par le biais de la formation continue ou la reconversion d'ailleurs, dans le cadre du plan de développement des compétences qu'on appelait auparavant le plan de formation. Je vais passer. Alors, au-delà des compétences techniques, ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est quand on recrute un jeune dans l'industrie, on va aussi rechercher ses compétences comportementales ou soft skills. Et on cherche, enfin, les recruteurs cherchent à
à savoir si ces jeunes sont curieux, rigoureux, puisque dans l'industrie, il y a énormément de normes de sécurité. Donc, il nous faut des jeunes qui aient cette capacité à tout de suite comprendre qu'on est dans un environnement très sécurisé. On leur demande aussi d'être proactifs, c'est-à-dire d'alerter quand il y a des problématiques, des problèmes de production notamment, qu'ils soient autonomes et qu'ils sachent s'exprimer facilement et puis qu'ils aient un certain charisme. Alors, il est important aussi, au-delà des métiers et des formations, de peut-être faire un focus sur le poids de l'industrie en France. Alors, l'industrie en France, c'est 260 000 entreprises, hein. En France, on a à peu près 3 800 000 entreprises. L'industrie, donc 260 000 entreprises, et 90% de ces entreprises sont des PME, PMI, voire des TPE. L'industrie, c'est 7 millions 6 d'emplois directs et indirects, et c'est 3 emplois induits, hein, pour un emploi industriel. 80% des jeunes qui sont en alternance sont embauchés moins de 6 mois après leur formation. Si on resserre un peu le spectre au niveau de notre branche professionnelle, c'est 42 000 entreprises dans la métallurgie. 93% des personnes sont en CDI et 90% des entreprises sont des entreprises de moins de 50 salariés. On forme dans la métallurgie 65 000 apprentis. C'est une forte croissance euh, par rapport aux années précédentes. On a une croissance de près de 20%. L'industrie dans la métallurgie, c'est 1 600 000 salariés en France. C'est près de la moitié des emplois de l'industrie, puisque c'est 3 100 000 salariés dans l'industrie. Et quand on ajoute les emplois indirects, c'est les fameux 7 millions du slide précédent. Alors, à quel niveau on recrute dans l'industrie, hein, les jeunes? 30% des jeunes qui rentrent par la voie de l'apprentissage sont titulaires d'un baccalauréat. Donc, on les recrute majoritairement pour préparer un BTS, un DUT ou un BUT. Vous avez ensuite à peu près 25% de ces jeunes qui sont titulaires, eux, d'un bac+2, donc pour poursuivre soit en licence pro, soit en diplôme d'ingénieur. Une évolution forte aussi qui est très marquée ces dernières années, c'est des jeunes qu'on va embaucher titulaires d'une licence pro, hein. Il y a une forte employabilité de ce public qui va, après un bac+2, commencer à se spécialiser, puis qui peut poursuivre soit sur un master, soit sur un diplôme d'ingénieur. Ensuite, au niveau des CAP, ça reste un volume significatif, notamment dans les métiers de la chaudronnerie et du soudage. Les industriels recrutent à peu près 10% de leurs effectifs avec un CAP. Je vous laisse passer, s'il vous plaît. Et il me semble aussi important d'évoquer que dans l'industrie, on a aussi des femmes. C'est significatif puisque un salarié sur 5 est une femme, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou les salariés en CDI. Toutes les filières embauchent des femmes et ça, c'est vraiment important que vous puissiez en parler, vous, profs principaux, enseignants. On a besoin de femmes dans l'industrie. Vous constaterez que la filière qui en recrute le plus, c'est la filière électrique et électrotechnique. Bon, c'est sans doute lié à des critères de pénibilité qui sont moins significatifs que dans d'autres filières, mais aussi la dextérité des femmes qui est souvent bien meilleure qu'un jeune homme. Enfin, pour terminer, voilà, avant de passer la main à Damien Tournier, sachez que dans l'industrie, on recrute fortement. Il y a un taux de renouvellement de la pyramide des âges qui est aussi significatif. Il y a besoin de 250 000 personnes par an jusqu'en 2025, toutes filières industrielles confondues.
Et dans la métallurgie, nous, on a besoin de 125 000 personnes par an. On a beaucoup de métiers en tension, mais je vous apprends rien en vous disant ça. On recherche dans le domaine de la maintenance, c'est très important, au niveau bac pro, au niveau BTS, au niveau licence. On recherche des chaudronniers, des soudeurs, des tuyauteurs, des régleurs sur machines à découper, sur centre d'usinage. On recherche aussi beaucoup de techniciens industriels et d'ingénieurs R&D. Alors souvent, ce sont des métiers très transverses. On peut vraiment être employable sur différentes filières industrielles. Voilà, pour moi, j'en ai terminé pour le moment. Merci, Monsieur Vinolas. On laisse la parole maintenant à Monsieur Tournier, qui va nous présenter son entreprise et le métier de technicien méthode. Parfait, merci. Bonsoir à tous. Donc, Schrader, très rapidement pour présenter l'entreprise. Donc, on travaille dans l'activité essentiellement automobile, qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, on est fabricant, concepteur de dispositifs de contrôle pour la gestion des fluides, qu'ils soient liquides ou gazeux, dans n'importe quel circuit qui est sous pression. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Pontarlier. On est 450 personnes. Et puis, vous avez un petit éventail des produits qui sont à peu près à l'échelle. Donc, le produit que vous connaissez certainement le mieux, c'est celui qui est tout en bas à droite, c'est la valve de roue qui est montée sur les jantes, dont nous sommes le leader mondial. Et à côté de cela, différents produits avec, vous voyez, différents matériaux. Donc, on traite le laiton, l'aluminium, le plastique, les caoutchoucs, les inox, et puis quelques élastomères pour les valves caoutchouc, évidemment, et puis pour l'ensemble des joints de nos circuits et de nos applications, où l'essentiel du sujet pour notre métier est de travailler à l'étanchéité de nos produits dans des circuits qui sont donc sous pression. Donc on est une entreprise certifiée parce qu'on travaille avec des constructeurs, notamment avec des exigences assez importantes. Donc l'IATF 16949 est spécifiquement en lien avec l'activité automobile, la 14001 pour l'environnement, la 45001 pour les aspects de sécurité et de l'implication du personnel dans l'amélioration de leurs conditions de travail en sécurité. L'ISO 13485, lui, est là pour les dispositifs médicaux, donc en fabrication et conception pour le métier du médical. Donc, pour réaliser l'ensemble de ces produits, nous sommes une entreprise assez intégrée sur Pontarlier. Donc, nos profils d'emploi, c'est des ouvriers qualifiés, des techniciens, des ingénieurs, donc dans les domaines de la production et de la R&D. Un middle management et des fonctions support en production, donc maintenance, qualité, méthode, métrologie, logistique et tout ce qui va être lié à la sécurité et à la santé des salariés, ainsi qu'à la protection de l'environnement. Et puis en amont, les commerciaux, évidemment, les marketeurs pour aller sonder le marché, nos acheteurs, informaticiens, comptables, les ressources humaines et quelques profils créatifs, notamment sur le graphisme et la communication, cher notamment à la marque employeur, de tout ce qu'on peut faire dans notre usine pour nos salariés et pour notre environnement proche dans notre implantation locale sur le territoire. Nos compétences recherchées pour l'essentiel, donc c'est des ingénieurs en conception produit et des techniciens. On a ensuite une diversité de métiers assez large, donc en usinage, en décolletage, en frappe à froid et en frappe à chaud, sur l'injection plastique et sur l'injection caoutchouc, et puis de l'impression 3D, essentiellement pour nos projets d'innovation ou de démarrage série, du soudage laser, donc sur partie métallique ou plastique, donc soit laser, soit ultrason, et puis beaucoup de machines de contrôle automatique avec de l'assemblage, enfin de l'assemblage avec du contrôle automatique, pardon, avec des fonctions intégrées sur le contrôle dimensionnel et fonctionnel de nos produits. Il y a peut-être qu'il n'y avait pas une vidéo avant. Bref, voilà, je crois qu'il y a Thomas doit nous présenter rapidement une vidéo. Je la partage tout de suite, la vidéo. Hop.
Bonjour, je m'appelle Sébastien Bedard, je suis technicien méthode. Moi, j'ai fait un BEP production usinage en alternance sur 2 ans dans une entreprise. J'ai réalisé un bac pro dans la même entreprise outilleur mouliste et suite à ça, j'ai commencé à travailler. Mais j'ai eu une évolution de carrière dans l'industrie, j'ai fait des formations. Le technicien méthode va créer le processus de fabrication du produit. Il va concevoir les modes opératoires, concevoir les moyens de contrôle avant la production. Je pense que c'est l'architecte de l'industrie. On part d'un plan. Suite à ça, on va étudier le moyen de fabrication. Le plan, quand il est validé, il est certifié par le bureau d'études. Et les plans seront envoyés comme prototype aux méthodes. À partir de ce plan-là, moi, je vais réaliser un montage virtuel que je vais dessiner sur mon logiciel DAO. Virtuellement, j'ai toutes les machines dans l'atelier et je vais réaliser mon programme sur la machine. C'est un centre d'usinage. Donc tout à l'heure, on a vu la machine virtuellement sur mon ordinateur. Et bien, vous l'avez en vrai. Voilà la pièce réalisée par le BE. On va définir qui va faire la pièce, à quelle étape et à tel endroit. On va l'optimiser, coût, le temps, la main-d'œuvre, sur quelle machine on va investir, sur quel produit, comme une recette de cuisine. C'est le process de fabrication. Donc l'opérateur va retrouver le plan du bureau d'études, il va retrouver le mode opératoire pour monter la pièce. Donc on va retrouver tous les outils numérotés avec un nom, comme s'il s'appelait Thomas, Sébastien, Raphaël. Et après, il va retrouver le programme pour pouvoir réaliser la pièce en usinage. Donc ça, c'est typiquement du travail de technicien méthode. On se situe au contrôle. Je vais valider avec le bureau d'études et le service qualité-contrôle qui va nous dire qu'on est conforme au plan. Et suite à ça, on part en production. C'est aussi l'optimisation des produits. Nous allons suivre la série de la pièce pour voir si ça se réalise bien, si le processus est bien respecté en temps et en heure. Le plus de pièces en moins de temps possible, avec une qualité primordiale. Nous allons travailler avec quasiment tous les services de l'entreprise, aussi bien le bureau d'études, les achats, la qualité. Alors pour faire ce métier, il faut maîtriser les produits informatiques. C'est être capable de réaliser un programme et de passer ce programme sur des machines outils. Il faut savoir être à l'écoute de l'opérateur afin de réaliser un mode opératoire compréhensible, simple et lisible. Il y a de la réflexion, il y a de la minutie. Il faut savoir que le technicien méthode est quasiment autonome. Il y a une carrière d'évolution, on peut être manager, on peut être chef d'équipe, chef de production, dessinateur au bureau d'études. On a plein d'évolutions. C'est un très beau métier, on ne fait jamais la même chose tous les jours. Moi, ce que j'aime bien, c'est de partir d'une feuille vierge. Je vais réaliser une pièce qui va nous servir tous les jours, à tout niveau, et pour tout le monde. Bien, merci. Donc, c'était une illustration, comme on peut en retrouver pour ce métier-là et bien d'autres sur nos sites UMM. Je vais maintenant rentrer un peu en détail sur un autre profil de technicien méthode chez Schrader. Donc, en préambule, parce que nos techniciens sont des techniciens parlent beaucoup de technologie. Et pour autant, il y a des enjeux qui restent forts, et notamment sur la compréhension de l'entreprise, de pouvoir gérer l'ensemble des risques et la profitabilité des projets qu'ils vont devoir mener, avec cette notion évidemment d'innovation, d'éco-conception qui est importante aujourd'hui parce qu'elle rentre dans le cadre des politiques d'entreprise, en pensant évidemment à la sécurité et au risque de troubles musculo-squelettiques pour les opérateurs ou les personnes qui vont travailler sur la machine. Donc cette dimension qui vient un petit peu pas en contradiction, mais en tout cas souvent en opposition aux conceptions qui pourraient être plus belles, plus pratiques ou plus technologiques. Il faut aussi revenir à des réalités aussi économiques qui doivent aussi entrer en considération dans le travail du technicien. Donc, dans la maîtrise des savoir-faire, ce qu'on va mettre
en œuvre là, sur l'exemple qu'on va vous donner, donc de l'analyse fonctionnelle et structurelle, de la communication technique, hein, pour faire court, c'est tout ce qui va être plan de définition, plan de fabrication, la maîtrise des outils de CAO pour le dessin et de FAO pour la programmation des machines, de l'analyse de défaillance et des diagnostics, donc travailler la fiabilité des moyens, leur maintenabilité, la maîtrise qualité du produit et la gestion des risques de manière plus large. Et puis derrière, une expertise aussi dans le choix des matériaux, des procédés, des technologies, ce qui implique, on l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup de curiosité, d'autonomie dans cette recherche de solutions au moment où ça sera important de le faire. Donc l'adéquation de tout cela sur le métier, c'est bien évidemment de pouvoir, à partir de données d'entrée qu'on définira ensemble tout à l'heure, de définir les fonctions du système pour établir un cahier des charges. Derrière, de pouvoir concevoir et dessiner cette machine, de travailler à l'analyse des modes de défaillance et puis ensuite d'y intégrer les technologies en adéquation avec les exigences qualité et surtout, je l'ai évoqué tout à l'heure, de rentabilité. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'exceptionnellement beau, qui pourrait être trop cher par rapport aux cadences ou par rapport au prix du produit. Donc, j'insiste là-dessus, parce que c'est souvent un point qui vient échauffer nos techniciens à dire que ce serait quand même plus joli si on faisait comme ça. Bon, c'est juste un petit peu trop cher parfois. Bref, donc si on va sur un cas d'application précis, donc là, on voit un mécanisme. Donc, pour vous donner un petit peu la taille, ça fait à peu près 8 mm de haut. Entre la tête d'épingle et le joint en bas. Donc, il y a 7 composants assemblés. Et puis, l'objectif, c'est donc d'assembler ces 7 composants, de faire un contrôle dimensionnel du produit et un contrôle fonctionnel aussi. Donc, la première étape et la première exigence pour nos techniciens, c'est la gestion de projet et la planification du projet. Parce qu'on se rend compte ici, très rapidement, on a fait un planning prévisionnel de 38 semaines, donc c'est quand même quelque chose de conséquent, avec des tâches qui vont s'enchaîner et des organisations qui vont se mettre en place autour de ce projet. Donc de pouvoir, dès le départ, planifier le projet, le budgéter et essayer, bien évidemment, de le respecter. Donc ça permet aussi d'anticiper un certain nombre de choses sur les achats ou sur l'aide complémentaire, notamment sur ce projet-là. Le technicien méthode a fait appel à un automaticien et un électricien pour finaliser tout ce qui était câblage et programmation de cette nouvelle machine. Donc si on va sur la définition du produit, donc vous voyez les 7 composants qui ont été fabriqués par ailleurs. Donc là, on est vraiment sur une étape quasi finale du produit de l'assemblage. Donc les 7 composants que vous voyez au-dessus sont aussi fabriqués dans l'entreprise. Donc d'autres techniciens sont intervenus pour les faire. Avec sur ce produit et sur l'assemblage qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire on demande aujourd'hui de trouver une machine qui va nous faire 1 800 000 pièces par an en assemblage. Donc, compte tenu de nos heures d'ouverture et puis de l'amortissement maximal des machines, c'est-à-dire c'est des machines qui tournent en 3/8, donc 3 équipes, on se laisse la liberté pour absorber les pics de production, de pouvoir ouvrir les week-ends, donc ce qui représente à peu près un temps de cycle de 1,4 secondes pour assembler la pièce et la contrôler et la rendre conforme suivant nos exigences. Donc si on regarde un petit peu côté exigence, donc ça c'est la donnée d'entrée qui est un peu large, mais qui implique ou qui explique les enjeux. Donc c'est un produit qui bien évidemment doit être étanche. Donc le fuite maximale autorisée, c'est 1 gramme de gaz par an. On doit résister à la décompression explosive, hein. Vous voyez, c'est un mécanisme qui fonctionne à 170 bars. Donc, quand on vient l'ouvrir et qu'on passe à l'air ambiant, il y a des choses qui se passent, notamment dans la porosité des composants qui sont utilisés. Donc, on doit pouvoir y résister. La résistance aux vibrations, parce que c'est un élément qui est monté sur un bloc moteur de véhicule, donc qui vibre en permanence et qui est du coup soumis à des températures qui peuvent aller de moins 40 à plus 120 degrés, ou parfois 135 en pic,
suite à un incident ou à une sollicitation particulière. Ça doit résister à la corrosion, ça doit résister donc au tirage au vide et à la décompression explosive, et puis une compatibilité aux huiles dans les circuits de climatisation. Les gaz de climatisation sont accompagnés à chaque fois d'huile pour permettre au compresseur de fonctionner correctement. Donc ça, c'est l'ensemble des exigences sur le produit, qu'on les décline par le bureau d'études sur un plan de contrôle. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous voyez simplement l'ensemble des choses qu'il va falloir contrôler. Et à chaque fois qu'on voit machine, c'est du 100%, donc c'est du contrôle unitaire à 100%, suivant des critères soit dimensionnels, soit fonctionnels. À la suite de cela, la grande mission va démarrer pour notre technicien, c'est de réfléchir au cahier des charges, donc suivant un certain nombre de rubriques. J'ai mis juste ici pour illustrer un petit peu le contenu et la volumétrie sur cette analyse de cahier des charges pour pouvoir établir l'ensemble des exigences du moyen, de maîtriser le process évidemment, d'en mesurer la performance et d'être bien d'accord sur l'ensemble des éléments qu'on va utiliser. Dans les entreprises, en général, on a quelques contraintes internes, notamment qui peuvent venir de la maintenance ou d'autres services sur des problèmes de compatibilité ou de standardisation. Donc à prendre en considération, c'est-à-dire si on utilise tel ou tel matériel habituellement sur un automate ou sur du matériel électrique ou sur une logique de soft informatique, ça vient rentrer dans les contraintes initiales qu'il faut prendre en compte pour pouvoir travailler le sujet. Donc ça demande, on l'évoquait aussi tout à l'heure, un peu d'aisance dans la communication parce qu'il va falloir aller à la rencontre des autres intervenants ou dans l'entreprise, et des gens qui vont utiliser la machine, des gens qui vont la réparer et des gens qui vont la conduire et assurer la production. Dans l'étape d'après, donc en démarrant, on va beaucoup travailler sur l'analyse fonctionnelle. Donc, bon, c'est un exemple, hein, on a pris quelques fonctions qui permettent aux techniciens d'essayer de faire le tour de l'ensemble des fonctions principales et celles de contraintes qui vont définir les interactions entre chacun des postes ou des besoins exprimés par cet assemblage de ce petit mécanisme. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça vous donne une vision. Et puis là, de manière assez synthétique, vous l'aurez noté, c'est un peu l'aboutissement, une fois qu'on a rédigé tout ça, de partir sur les étapes de conception, où là, on a la mise en plan, on va dire, finale. Donc, ce qui a nécessité, vous imaginez bien, l'ensemble de choix de solutions pour chaque station, avec derrière cela, parce qu'on va faire des plans de définition et des plans de fabrication, le choix des matériaux, le choix de leur traitement, qu'ils soient thermiques ou de surface, le dimensionnement, le tolérancement, en fonction des exigences qui sont liées à la qualité du produit qu'on a évoqué tout à l'heure, pour s'assurer de la fiabilité de la machine et s'assurer de la capacité de la machine. Donc, tout ça se résume à la fin sur une mise en plan complète de l'ensemble de ces éléments. Entre deux, parce que vous l'aurez compris, il faut aussi pouvoir juger de la maîtrise du risque à chaque station. Donc, sur la slide suivante, on va parler d'AMDEC Process, donc station par station. On va reprendre l'ensemble des éléments qui constituent ces phases d'assemblage ou de préassemblage et de s'assurer qu'on va pouvoir maîtriser nos objectifs de fiabilité et de maîtrise de risque sur les différents éléments, donc des risques liés à l'assemblage, des risques liés au produit fini. Je vais juste revenir un petit peu, de pouvoir identifier ces risques-là, et puis surtout, parce qu'il y a une exigence, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'objet c'est quand même de sortir tous les 1,4 secondes une pièce assemblée, finie et contrôlée. Donc ça implique aussi de s'assurer que le choix des composants, la durée de vie des composants, les pièces d'usure, on est sur des produits automobiles, donc on va sur des cycles de 6 à 8 ans qui peuvent être renouvelés hein, suivant la nature du produit. Donc de pouvoir être fiable. L'exigence, notamment sur ce type de machine, c'est de pouvoir fonctionner en toute autonomie pendant à peu près 8 heures, c'est-à-dire sans intervention humaine, sans ouverture de la machine, ce qui implique derrière tout cela un certain nombre
mise en place, et c'est là où dans l'analyse des risques on le fait, de mise en place d'un certain nombre de capteurs, c'est-à-dire si on ne veut pas une intervention humaine dans la machine, il faut que autre chose puisse détecter ou voir ce qui s'y passe. Un, éviter le problème parce qu'on a fiabilisé la machine, et puis deux, si malheureusement il y a un problème, de pouvoir le détecter et de pouvoir donner assez d'informations à la machine pour qu'elle puisse corriger et redémarrer seule. Donc, une fois qu'on a fait tout cela, on est un peu vite hein, sur les 32 semaines, mais en tout cas, quand on arrive au bout de ces études et de ces investigations, il y a la partie un petit peu en amont de l'ensemble des achats et des consultations pour le matériel, donc soit de la sous-traitance, soit de la fabrication en interne, parce qu'on a évidemment des moyens de production aussi. Donc le choix du fournisseur, les délais, les investigations qui peuvent être faites pour s'assurer la faisabilité, du prix évidemment, de revoir parfois aussi revoir quelques cotations ou pas, suivant les retours des fabricants des pièces pour contenir le budget. Donc l'assemblage des 7 composants peut ainsi être réalisé. En deuxième étape, et là avec le support d'un automaticien et des électriciens, on a mis en place des systèmes de contrôle, donc contrôle dimensionnel. Donc là, un exemple, par exemple, de contrôle dimensionnel par caméra, de détection de différentes cotes sur l'ensemble de produits, donc en contrôle 100%. De l'assemblage du mécanisme. Et puis le troisième point qu'on avait évoqué, donc le contrôle fonctionnel. Il faut s'assurer que le mécanisme s'ouvre. C'est quand même un minima, c'est ce qui permet de remplir le circuit. On va s'assurer ensuite que quand il est fermé, qu'il ne fuit pas, et on le monte du coup sous pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Et puis ensuite, on fait un tirage au vide pour s'assurer de la stabilité de l'assemblage, pour s'assurer, quand on fait le vide des circuits, notamment de climatisation, que l'ensemble des composants ne partent pas avec la dépression qu'on est en train de créer dans le circuit. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des exigences qu'on contrôle sur cette machine-là pour ensuite la mettre en production avec le support de la qualité pour qualifier le moyen. Donc en résumé, vous aurez vu l'ensemble des compétences mobilisées pour notre technicien méthode, donc de la planification et de la gestion de projet, hein, sans oublier la partie économique, et ainsi de retour sur investissement et de rentabilité, de l'analyse fonctionnelle, de la rédaction de cahier des charges, de la recherche de solutions, donc extrêmement important sur les choix des technologies et le choix des matériaux, la partie de conception et de mise en plan, donc la cinématique, les matériaux, j'en parlais, leur dimensionnement pour avoir la bonne durée de vie. Donc là, en l'espèce, le technicien ne s'occupait pas du câblage ni de l'automatisme, ce n'était un autre. L'analyse des modes de défaillance, donc là, parce qu'on a besoin que les machines tournent en 3/8, donc 24 heures sur 24 et en permanence, et s'assurer de la qualité des produits, et de finaliser sur le choix des technologies et des matériaux en fonction justement des risques qu'on aurait pu identifier dans les modes de défaillance pour finaliser la conception de l'ensemble des composants. Et puis à la fin, de participer, souvent avec quelques accompagnements, pour faire l'assemblage et la mise au point du produit. Donc, juste pour répondre rapidement, parce que je vois une question, j'ai la parole. Donc, effectivement, sur ce projet-là, donc il y a un technicien qui a suivi le projet sur toute sa durée. Il a été accompagné par un électricien, un automaticien, quand il a fallu mettre en œuvre les moyens techniques pour finaliser la machine. Donc, il ne s'est pas lui occupé spécifiquement de toute la partie achat, si ce n'est simplement la réponse aux offres qui étaient faites pour s'assurer de la compatibilité entre ce qu'on recherchait et ce qui était fait. Donc, il y a un acheteur qui s'est occupé de la partie négociation achat. Et puis sur la conception, il a été aidé par deux techniciens mécaniciens pour faire l'assemblage et les ajustements au montage. Voilà. Donc, on va dire, ils étaient à peu près 5 sur le projet, pas tous à 100%, sauf celui qui le menait. Lui, ça l'a occupé pendant ces 38 semaines.
Voilà pour ce que j'ai à dire sur ce poste-là. Je recède la parole à John pour. Merci Damien. Oui, si vous souhaitez aller plus loin, et rencontrer les industriels locaux sur votre territoire, vous allez sur notre site web, la Fabrique de l'avenir, et il y aura dans les 4 coins de la France une UIMM territoriale qui sera à votre disposition pour organiser des visites. On a des chargés de promotion des métiers qui peuvent aussi venir vous présenter les métiers industriels. Et on voulait mettre aussi en avant une étape phare d'ici la fin de l'année. On organise avec les services de l'État la Semaine de l'Industrie. Elle aura lieu du 21 au 27 novembre de cette année. Donc contactez-nous, on fera le nécessaire pour que vous puissiez visiter des usines de production. Très bien. Merci, merci beaucoup, Monsieur Tournier, pour cette description très précise du métier de technicien méthode. C'est l'heure maintenant des questions. J'espère que vous en avez. N'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation. Monsieur Tournier et Monsieur Vinolas pourront y répondre. À vous la parole. J'ai une petite question, je vais me lancer. Hein, donc, comment se passe dans une petite entreprise comment faites-vous pour faire d'un technicien spécialisé dans un domaine un technicien capable d'acquérir des compétences un peu plus transversales? Donc oui, c'est un enjeu important pour les petites entreprises parce on a effectivement pas forcément, comme on l'a vu sur ce projet-là, bon après on est une entreprise assez grande où on a des compétences croisées. Donc c'est là tout l'enjeu depuis la formation, et c'est là où c'est important aussi de se souvenir de ce qu'on a fait, de ce qu'on a appris à l'école, de ne pas jeter ses cours une fois qu'on a fini l'enseignement, parce qu'on va forcément en avoir besoin. Et puis, bon, là, on peut en parler. Il y a aussi quelques guides qui existent, qui sont bien pratiques de temps en temps, parce qu'ils existent aujourd'hui sur les bureaux de nos techniciens, parce que de temps en temps, on se souvient, ou au démarrage du projet, on essaie d'imaginer, au compte tenu des exigences du produit, les compétences à mobiliser pour arriver au bout. Donc, certains vont dire, bon, certaines compétences, c'est-à-dire, bon, celle-ci, je les maîtrise, ou je vais regarder un petit peu et je vais m'en souvenir, et puis d'autres compétences vont être un peu plus compliquées parce qu'elles sont loin du spectre de la formation initiale du collaborateur. Et c'est là où, encore une fois, il faut un petit peu d'agilité et puis de communication pour aller chercher le support idéal pour accompagner la démarche. Donc, c'est important dans la mise en route du projet et de son budget, de pouvoir maîtriser ce qu'on va pouvoir faire en interne et ce qu'on va devoir externaliser, faute de compétences, parce qu'on peut évidemment faire beaucoup de choses, mais avec un œil quand même toujours curieux de ce que le contractant va vous proposer. C'est-à-dire, est-ce que ça va bien répondre à mon cahier des charges, d'avoir un œil critique. Donc ça implique, encore une fois, d'avoir un petit peu de recul et puis d'avoir un spectre assez large. Donc, de temps en temps, oui, c'est important de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on m'a appris et comment on me l'a appris, pour dire est-ce qu'on n'est pas en train un peu de me peindre les lunettes là, quand on va me faire une proposition, ou est-ce que ça va être en conformité avec ce que j'attends. Donc effectivement, dans les petites entreprises, il faut beaucoup d'agilité. Et puis, il ne faut surtout pas hésiter, parce qu'il ne s'agit pas, sur un projet comme celui-ci ou d'autres, de partir bien en tête avec souvent la problématique de partir bien en tête avec une solution technique, parce qu'on imagine bien comment on va faire, alors que la méthode est extrêmement importante, parce qu'elle permet de détecter au fur et à mesure de l'avancement toutes ces choses qu'on n'avait pas vues ou pas imaginées, du fait qu'on avait déjà une bonne idée technique en tête, on avait une technologie, on avait les moyens, etc. Et c'est là le grand danger de pas suivre une méthodologie. Et c'est important à ce moment-là de revenir aux fondamentaux, de reprendre la méthode, et puis de dérouler, et dès le planning, de se dire je vais avoir besoin de tout cela,
donc je vais le faire, ou je vais demander à des gens à l'extérieur de venir m'aider. C'est d'autant plus important quand on a planifié de savoir si les gens à l'extérieur vont être disponibles pour venir aussi au moment opportun. Bien, merci. On a eu des questions donc depuis. Une question de Miroslav que je salue, puisqu'avec M. Lukic, on a Hachette Technique a sorti le guide de la maintenance en partenariat avec Maintenancia en 2021. Et Miroslav nous pose la question suivante. L'industrie attire-t-elle les jeunes générations? Et on peut lier cette question à la question de M. Pereira, peut-être, qui nous demande comment pourrait-on faire pour attirer les jeunes vers vos métiers, quels arguments? Et M. Pereira poursuit, dans ma vie, le nombre de secondes qui font du technique a augmenté, mais malheureusement, ils font du tertiaire. En STI 2D, en STL, le nombre de volontaires baisse et par ricochet, le nombre de candidats au BTS baisse. Donc, on va répondre à deux voix, celle où bien je ça. vois des choses et puis comment lui-même travaille sur le sujet. Donc effectivement, oui, l'industrie attire toujours les jeunes générations parce qu'on en a. Donc on continue à attirer. Alors est-ce qu'il y en a assez, pas assez? On a tendance à dire qu'il n'y en a pas assez. Pour autant, dans ces métiers, comment faire pour les convaincre? Moi, je dis le premier des sujets pour les convaincre, parce que a contrario, quand on pose la question dans nos entreprises, à la plupart de nos jeunes, on leur dit « mais pourquoi vous êtes venus dans l'industrie ?» Dans 90% des cas, ils nous répondent « c'est par hasard ». Donc, par hasard, parce qu'en fait, on n'a jamais vu ou on ne nous en a pas beaucoup parlé. Donc, et je pense qu'encore une fois, voir les choses, c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a plusieurs sujets sur ce thème-là. Donc, un qui est essentiel, c'est les entreprises qui ont leur porte ouverte, hein. J'appuie le message de John tout à l'heure. En France, il y a 77 agences territoriales de l'UMM, si on peut dire comme ça. Donc, il y en a forcément une tout près de chez vous. Et puis, si vous les contactez, ils se feront un plaisir de vous donner des noms d'entreprises qui ouvrent leurs portes quasiment en permanence. Il faut juste l'organiser, mais en tout cas, assez spontanément, on sait faire des visites et de montrer aux jeunes comment ça se passe et de pouvoir leur montrer un intérêt, casser une mauvaise image parfois d'une usine qu'on vend 4.0, puis on nous dit, mais en fait, c'est pas vrai, mais venez voir, c'est vrai. On est dans cette ère-là, donc tout le monde n'est pas à la même vitesse, mais en tout cas, toutes nos usines avancent parce qu'on n'a pas le choix, on a besoin de travailler avec de la technologie, on a besoin d'être compétitif, donc il faut avancer avec les outils modernes et ceux de nos concurrents à travers le monde. Donc le sujet est là. Je vais laisser John sur un autre événement qui nous tient à cœur et qui est une véritable vitrine qui va se passer dans quelques semaines, là, notamment à Bordeaux et puis dans quelques mois sur Lyon. Ça aussi, c'est un très bon événement. Et là, si vous y allez, forcément, vous avez envie d'y venir, de venir dans l'industrie, notamment. Eh bien, effectivement, avant de parler de ce sujet, ce qui peut être un levier pour convaincre les plus jeunes, c'est les stages découvertes. La transformation de la voie pro va aussi amener vous, les établissements scolaires, à faire plus de stages. Et rien ne vaut l'observation, la simulation, la pratique pour découvrir les métiers et comprendre l'environnement d'une industrie. Et ce que Damien évoquait, ce sont les World Skills, les Olympiades des métiers. Les rectorats travaillent aussi beaucoup sur ce sujet-là. Nous, ça nous tient à cœur. Ce sont des épreuves qui emmènent les meilleurs jeunes dans leur métier à concourir au niveau mondial. Et les mondiaux auront lieu en 2024 à Lyon. Donc effectivement, ça c'est une vraie vitrine pour voir en action des jeunes présenter leur métier et concourir pour être le meilleur. Déjà face à leurs collègues dans une même région, puis ensuite au plan national et enfin au plan mondial. Donc ça c'est véritablement un levier. Merci. Une autre question de David. Pensez-vous que les familles des métiers mises en place dans l'éducation nationale collent avec les besoins de l'industrie? David précise qu'il a un peu de mal à faire le lien entre je suppose, les familles de métiers et ce qui a été présenté en début de diaporama. Alors oui, une bonne partie conviennent. Il faut savoir que nos industriels ont une culture de formation interne très importante. Donc ce qu'ils recherchent avant tout, c'est un socle. Et ensuite, beaucoup de formations se font en interne.
mais il faut un socle de base de compétences et ensuite, il y a toujours de la formation interne et les industriels forment tout au long de la vie leur personnel. Bien évidemment, on parlait tout à l'heure de technologie de rupture. Ces nouvelles technologies, il faut le temps de s'acculturer, de monter en compétences. C'est vraiment des marchés de niche. Donc, parfois, il y a un léger décalage, mais globalement, l'arrivée de la robotique, aujourd'hui, c'est dans les référentiels. L'impression additive, ça arrive. Euh, la réalité virtuelle ou augmentée, ça s'acquiert assez facilement. Voilà, je dirais que oui, globalement, même s'il y a encore un travail à faire entre le ministère et notre branche professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale. En complément, il y a aussi, parce qu'on y arrive avec pas mal de proviseurs aussi, parce qu'il y a effectivement, il y a ce qui se passe avec l'éducation nationale, mais il y a aussi la relation directe, entre les proviseurs et les entreprises pour pouvoir, mettre en place, quelques soirées ou d'autres sujets d'échange, de partage sur des moyens techniques, en partageant sur, voilà, sur ce qui existe, comment on peut le faire, ce qui peut fonctionner ou dans l'autre sens, notamment sur, quelques bac pro ou autres formations techniques, on est sollicité. Alors encore une fois, je pense que c'est peut-être pas à la bonne volonté ou je ne sais pas, mais en tout cas, faut pas hésiter à essayer de le faire et si on n'arrive pas à trouver l'entreprise tout de suite, il faut encore une fois, s'orienter vers l'UMM qui se fera un plaisir de trouver des entreprises pour trouver des sujets, qui sont, réels, c'est-à-dire des problématiques réelles qui mettent en œuvre les compétences, des élèves à l'école sur un sujet, avec derrière un débouché, qui est connu, qui est précis, avec, des évolutions, qui peuvent être des sujets d'amélioration de produits et cetera. Donc ça, effectivement, ça se fait souvent, un petit peu entre quatre yeux, entre un proviseur et des entreprises parce que le contact se fait. Donc, on essaie de le privilégier à chaque fois, que l'on peut, d'aller à ces rencontres avec les lycées pour voir ce qui s'y passe et puis comment les entreprises peuvent aller voir aussi dans les lycées et de partager les vrais sujets, les vraies problématiques, ce qui fait que dans des formations, de donner un peu de modularité au contenu et puis revenir avec des cas concrets. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui se fait assez spontanément côté entreprise. Après, on sent toujours l'espèce de mur virtuel, je ne sais pas, de dire est-ce qu'on peut aller déranger les industriels, est-ce qu'ils vont nous répondre ou pas? Moi, je pense qu'ils vont vous répondre. Et puis, si un industriel vous répond mal, demandez au voisin, il va bien vous répondre, ou en tout cas, rapprochez-vous des UMM ou des pôles de formation. On vous mettra en relation. Nous sommes demandeurs pour justement créer ce lien, le lien sur la technique, puis aussi le lien avec les jeunes. C'est-à-dire, c'est intéressant d'aller dans les lycées pour aller discuter avec les jeunes, présenter nos entreprises, puis dire, bon, ben, si à l'issue de ta formation, il y a quelque chose qui t'intéresse, viens voir ce qui se passe chez nous. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui se fait et qui est extrêmement efficace. Et si ça ne se fait pas avec vous, venez nous voir, on pourra le mettre en place. Et pour compléter, on travaille aussi avec les comités local école-entreprise. Vous avez des référents en tant que prof, de personnes qui font le lien avec nous, branche professionnelle. Donc, c'est aussi un levier pour ouvrir les portes des entreprises industrielles. Merci pour ces précisions. Monsieur Launay nous explique qu'il a du mal qu'il est confronté à des problèmes d'accueil de jeunes en entreprise pour les PPFMP. Il y a des refus car les élèves ne sont pas majeurs. Oui. Alors ça, c'est un vrai sujet. La majorité des jeunes, c'est un vrai sujet parce que on est contraint pour des conditions de travail, soit par nos organisations internes, des comités de santé et de sécurité au travail, et puis après des jurisprudences des inspections du travail. Parce qu'il y a des choses qu'on la vie dure, donc on y travaille, on va essayer de faire évoluer les choses. Parce que l'essentiel, il est sur le risque de l'employeur en cas d'accident. Et les jurisprudences jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas super favorables à l'employeur, donc avec beaucoup de risques financiers et voire pénal.
pour le risque d'intégrer des mineurs sur des machines avec éléments tournants ou avec une dangerosité. Bon, après, effectivement, on a cette vieille image d'Épinal parce qu'on dit que ça peut être dangereux. Maintenant, si la machine n'est pas dangereuse pour un opérateur ou un régleur qui est devant, qui a 18 ans, elle n'est pas plus dangereuse pour un 16 ans. Mais l'accident arrive. C'est pour ça qu'il y a des accidents. Il y a toujours des convergences de faits qui fait qu'on arrive à un accident. Et si ça arrive à un jeune de 16 ans, on n'est pas du tout serein. Bien qu'encore une fois, ça ne soit pas l'habitude, mais ça peut arriver et on n'est pas serein. Mais c'est un sujet sur lequel on travaille parce que, vu qu'on insiste, et notamment pour essayer d'orienter les jeunes dans les filières professionnelles un petit peu en amont, c'est-à-dire bien avant d'avoir fait un bac scientifique et se rendre compte que finalement, j'aimerais bien apprendre un métier parce que je suis plus à l'aise et ça me plaît. Oui, il faudrait aller les chercher avant et de vous accompagner sur ces sujets-là. Donc là, je n'ai pas la réponse pour vous dire il n'y a pas de problème. Il y en a un, il est de cet ordre-là. Donc, bon, on y travaille et on va essayer de faire un peu évoluer les choses parce que les choses aussi ont évolué dans les entreprises. Merci beaucoup. Alors, on va devoir se quitter. Donc, David, lors de la rédaction de référentiels schématiquement, on réduit les heures d'enseignement professionnel. Cela nous est présenté comme une demande des industriels. Il faut juste un socle commun, donc on a juste le temps de traiter pour ma part des généralités de la mécanique. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez Monsieur Tournier ou Monsieur Vinolas, un commentaire par rapport à ça rapide, hein, puisqu'on va devoir se quitter, il est 19 h. Oui, effectivement, beaucoup de diplômes ont été réformés avec un socle global. Si on reprend le bac pro par exemple TRPM ou BTSC-PRP, avant on avait un bac pro en usinage, un bac pro en outillage et un bac pro en décolletage. Maintenant on en a fait un socle commun. Donc je comprends monsieur qui dit qu'il a moins de temps pour la partie mécanique. C'est pas forcément une volonté de notre part, hein. En tous les cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est voilà, c'est que les jeunes aient des vraies compétences techniques et on est en capacité derrière de les former en interne. Merci Mais, beaucoup voilà. pour ces précisions. Je vois qu'il y a encore une question, mais Pour les autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Oui, moi, Simplement. vous n'hésitez pas à contacter Hachette Technique. Je vous contacterai de toute façon en vous envoyant le replay. Et s'il y a des questions pour M. Tournier, M. Vinola, je n'hésiterai pas à les transmettre. En guise de conclusion, donc n'oubliez pas le guide de référence, guide du technicien industriel, en partenariat avec l'UMM qu'Hachette Technique a sorti en avril dernier. Un guide pour les élèves de la seconde bac pro à la terminale et pour l'ensemble des BTS. Cette visio donc a été enregistrée et sera diffusée en replay. Nous vous enverrons bien entendu le lien du replay très rapidement pour que vous puissiez le transmettre à votre entourage. Merci beaucoup à M. Tournier, à M. Vinolas, à Mme Mosferghi de l'UMM aussi pour l'organisation de cette visioconférence. Merci à vous d'y avoir assisté, d'avoir posé vos questions et à très bientôt pour une prochaine visio sur Hachette Technique. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.